Bonjour, bonjour à tous. On va laisser le temps un petit peu à tout le monde d'arriver tranquillement. Mais déjà, je vais me présenter. Je suis Anouk Rivière-Jérôme. Je suis la fondatrice de Réseau.tech. Nous sommes un cabinet de recrutement et une agence de freelancing. Nous sommes spécialisés dans les systèmes embarqués et la cybersécurité. Je travaille dans l'accompagnement de freelance depuis 2017. Nous avons installé presque 50 personnes aujourd'hui à être indépendants dans leur activité dans la R&D. Le programme d'aujourd'hui, c'est de parler TJM, de parler sous. Souvent, la difficulté pour les freelances qui s'installent, c'est de parler sous, mais aussi pour des freelances déjà installés, expérimentés. C'est pas toujours facile. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est déjà comment fixer son TJM, comment l'évaluer, comment le négocier, savoir quels sont les facteurs qui peuvent faire monter ou descendre de manière totalement légitime un TJM. Comment faire un sujet plus facile à aborder? Voilà, on a préparé du coup 6 questions auxquelles je vais répondre, qu'on va vous diffuser en même temps. Et vous avez un chat, une conversation sur Teams où vous pouvez poser en live vos questions. J'ai Rémi à côté de moi que vous ne voyez pas, qui va les regarder, qui m'interrompra si besoin pour que je puisse répondre à ces sujets spécifiques. Encore une fois, moi je suis plutôt spécialisée dans des profils Bac+5 qui interviennent sur des activités de R&D. Ça peut être de l'IT, ça peut être de l'embarqué, ça peut être des Scrum Masters, etc. Un petit peu des activités de conseil. Je connais moins les activités de manager de transition ou des activités dans le monde du graphisme, par exemple. Donc, je vais plutôt me consacrer à mon monde d'ingénieur. Voilà. On peut partir sur les questions. Rémi, tranquillement. Voilà. Première question, souvent les freelances nous disent, bah, c'est quoi le TJM du marché pour moi? Ah, déjà, quand on commence la question avec le TJM, c'est assez réducteur parce qu'en fait, il n'y a pas un TJM, mais des TJM. Et ce dont moi je me rends compte, c'est qu'il y a plein de choses qui peuvent influencer sur le TJM. Comment dire, euh, on a le marché, bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a des métiers, par exemple, qui sont beaucoup plus en tension. Il y a des métiers qui ont des effets aussi de mode. Par exemple, la cybersécurité. Beaucoup d'entreprises, en ce moment, se font hacker ou ont besoin de montrer qu'elles se protègent par rapport à leurs demandes des clients, par rapport aussi au contexte géopolitique international. Les attaques se sont multipliées. Donc, ce marché-là, clairement, il a été en hausse et les TJM sont en hausse. Évidemment, par rapport à votre TJM, ça va être l'expertise. Le TJM ne sera pas le même si vous avez 2 ans d'expérience en Java que si vous en avez 15. Et surtout aussi, si vous avez 15 ans d'expérience, mais que vous avez que 2 ans d'expérience dans une techno spécifique, votre TJM devra être plus bas que vos 15 ans d'expérience parce que vous n'avez pas une légitimité et une expertise spécifique dans cette techno-là. Mais parfois, vous devez pouvoir accepter des missions peut-être alimentaires, entre guillemets, parce que vous avez besoin de travailler et il va falloir adapter votre TJM parce que les gens ne vont pas comprendre. Attendez, vous avez 2 ans d'expérience en Python, mais vous avez 15 ans d'expérience. Moi, je vais payer pour les 2 ans d'expérience en Python. La localisation a un effet également très important sur la fixation du TJM. On ne va pas se mentir, les TJM ne sont pas les mêmes à Paris et en province. Les TJM ne sont pas les mêmes en full remote et en full présentiel. Les TJM non plus ne sont pas les mêmes entre Toulouse, par exemple, Bordeaux et Marseille. Moi, je suis sur Toulouse, hein, voilà, je précise. Par exemple, Toulouse, c'est une ville où il y a beaucoup, beaucoup de sociétés de services et on a des gros donneurs d'ordre qui achètent des gros volumes de prestations. Cette caractéristique locale fait que le marché a tendance à baisser en termes de TJM. Si vous allez par exemple dans le nord de la France sur l'île, vous avez beaucoup moins de SN, beaucoup plus d'activités autour du retail. Un développeur Java ou un gars en cybersécurité ou un Scrum Master se vendront sans problème 100 euros de plus par jour à Lille qu'à Toulouse. Voilà. Ce n'est pas non plus un effet du niveau de vie. C'est un effet aussi de voir ce qu'il y a aujourd'hui vraiment sur le marché. C'est vraiment une notion d'offre et de demande. Quand je dis secteur, c'est automobile, aéronautique, télécom, etc. Le secteur va influencer également ce tarif. Je vous prends un exemple. Un ingénieur en cybersécurité ne va pas pouvoir avoir le même TJM s'il va travailler dans le secteur du spatial pour un gros avionneur toulousain que s'il va travailler pour une assurance. Les assurances, par exemple, sur Niort, vont prendre des gens en full télétravail, qu'elles vont d'ailleurs payer plus cher que ceux qui vont venir dans l'aéronautique ou dans le spatial, puisque, encore une fois, Airbus achète des gros volumes et ont tendance
à faire baisser les tarifs. Donc, c'est une équation très complexe en fait. Il y a rarement un TJM, c'est souvent une fourchette. C'est pour ça que ce qu'on va voir après, c'est il faut que vous soyez conscient de ça, que vous ayez une notion du marché. Enfin, le TJM du voisin n'est pas votre TJM. Je prends encore un exemple, c'est un ingénieur qui faisait un petit peu de cybersécurité, mais qui n'en avait jamais fait de manière professionnelle, qui en faisait un petit peu à titre personnel et associatif, et qui avait une autre activité en tant que freelance dans des métiers plus dev. Et quand il s'est installé en cybersécurité, en réalité, il pouvait justifier de peu d'expérience, malgré les 8 ans d'expérience qu'il avait dans le dev. Forcément, il a dû ajuster son TJM. Il ne pouvait pas prétendre au même TJM qu'un autre. Mais une fois qu'il a fait sa première mission, là oui, il a pu augmenter le TJM, aller sur le niveau du marché, aller sur le niveau des autres personnes qu'il connaissait. Donc, il faut être conscient de tout ça, de savoir combien les autres se vendent, de savoir que différents secteurs ne vont pas non plus acheter au même prix. Dernière chose aussi, votre TJM peut être influencé par le fait qu'il y ait un intermédiaire. Si c'est une ESN, si c'est une société intermédiaire, qui vous a trouvé la mission, s'il y a une plateforme également qui prend un markup, le client souvent paye le markup, mais des fois il ne le souhaite pas et ça vous est répercuté. Donc il va falloir également l'intégrer. On va voir également après qu'il y a plein de choses qui peuvent encore modifier ce TJM cible. Moi, souvent, je propose aux freelances de parler plutôt d'un TJM cible, c'est-à-dire le TJM psychologiquement que vous avez en tête. Voilà, on parle de la cible. Ensuite, on va parler flexibilité. Quelle est votre flexibilité à la baisse et quels sont les critères qui vont aller avec? Et par contre, également, qu'est-ce qui peut le faire monter? Par exemple, s'il y a plus de responsabilités ou tout ça. Donc, on va parler plutôt fourchette de TJM. Vous avez pas mal de plateformes de freelancing qui vont vous afficher des TJM. Attention encore une fois, ce sont des choses qui sont passées via la plateforme. Vous pouvez par exemple avoir beaucoup de mutuelles, d'assureurs, de banques qui vont faire monter la moyenne de TJM alors que d'autres secteurs plus industriels vont avoir des TJM plus bas. Il faut toujours imaginer que c'est une moyenne qu'ils vous donnent. Et aussi, souvent, le gros du freelancing en France reste quand même en région parisienne et où les tarifs sont plus élevés. Donc, tout ça, ça va influencer que le TGM que vous allez trouver en ligne ne sera pas le TGM que vous pouvez vous vendre sur Montpellier, par exemple. Voilà. Donc, faites une enquête, faites une étude, demandez autour de vous, mais ne prenez jamais ça pour argent comptant. On va regarder après ce qui peut faire évoluer votre TGM. Voilà. Est-ce que tout le monde a commencé à arriver, Rémi? Oui, Oui, c'est bon? Allez, du coup, je continue. Question suivante. Elle est très bien, cette question. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, vous allez devoir annoncer votre TJM. Moi, mon conseil, déjà, c'est de ne pas l'annoncer trop tôt. C'est de bien poser toutes les questions avant d'annoncer votre TJM. Quelle question, par exemple? Pardon. Ce que je vous ai listé tout à l'heure qui peut influencer. Donc, vous demandez quel est vraiment le sujet de la mission. Je prends un exemple. Vous avez une mission, comme on disait tout à l'heure, sur une techno, qui est principalement sur une techno, vous avez peu d'expérience, vous n'allez pas pouvoir afficher le même TJM. Si par contre, le gros de la mission est sur quelque chose, par exemple sur de l'AWS, du cloud, et sur quelque chose qui aujourd'hui, pour lequel le marché est tendu, pour lequel vos compétences sont très pointues, etc., là, vous allez annoncer un TJM différent. De même, le niveau de responsabilité. On vous demande d'être également un tech lead, d'aller leader d'autres personnes, d'aller organiser des choses. Un tech lead ou un team lead ou un chef de projet ou quelqu'un qui va faire la coordination, où il va être en relation avec le client, ne va pas forcément se vendre au même prix que quelqu'un qui va juste être sur du dev, qui va pouvoir gérer son temps comme il le veut. Là, vous aurez beaucoup plus de réunions, beaucoup plus d'impératifs également, beaucoup plus de reporting. Et tout ça, ça se paye. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? Quand vous négociez votre mission, souvent, des fois, vous ne savez pas exactement quelle est la durée de la mission. Souvent, on vous en donne la visibilité. Attention, visibilité et durée contractuelle, ce n'est pas la même chose. J'ai des clients qui nous disent, voilà, on a une mission d'1 an, très bien. Mais quand il faut signer le contrat, ils ne nous signent pas 3 mois, ils nous signent pas 1 an d'affilée, ils vont d'abord nous signer 3 mois. Même s'il y a une sorte de période où chacun peut résilier assez facilement le contrat, ils vont avoir du mal à enclencher 1 an direct. Et vont peut-être commencer par un essai, ou alors ils ont un système d'achat qui est assez contraignant, où ils font des budgets au trimestre, et donc il va falloir avoir des commandes trimestrielles.
Donc, demandez ça, la durée de visibilité, mais aussi la durée contractuelle. Plus la mission est longue, plus votre client en face va s'attendre à un TJ bas. Plus la mission est courte, plus vous pouvez justifier d'un TJM élevé. Par exemple, vous êtes sur une opération un peu pompier, vous savez que la mission va durer 1 mois, qu'après 1 mois, il y aura peut-être 1 ou 2 semaines à faire en plus pour finaliser, mais rien de plus. Votre TJM, et c'est normal, sera plus élevé. Si vous êtes sur une mission d'audit, votre TJM également sera encore plus élevé. Pourquoi? Parce qu'il faut bien tout intégrer. En réalité, quand on fait par exemple une mission d'audit, on va faire l'audit proprement dit, on va aller sur site, mais vous allez avoir un travail de préparation en amont. Vous allez avoir également un travail de restitution et une date de restitution. Tout ce travail-là que vous allez le faire, le client ne va pas forcément le voir, puisque vous ne serez pas physiquement dans leurs locaux, sous leurs yeux, mais il va falloir l'intégrer. Donc là, vous allez vous dire, j'ai 2 jours de présence sur site, mais quelle est ma quantité de travail réel? Et vous allez devoir ajuster votre TJM. Si votre travail réel est de 5 jours à 500 euros, 5 fois 5, 2005, bah, du coup, à la journée, vous allez vous vendre 1250. S'il n'y a que 2 jours d'audit, 1250 le premier, 1250 le deuxième. Encore une fois, ce ne sera pas votre TGM habituel, c'est par rapport à la quantité de travail que vous aurez à fournir. Qu'est-ce qu'il faut creuser d'autre? Évidemment, le remote, le full remote. C'est évident que si vous avez moins de frais pour vous déplacer, vous allez avoir un TGM moins élevé. Mais dans ce cas-là, prévoyez et discutez-en également avec le client. Je prends un exemple, c'est un freelance qui était en relation avec une société. Nous l'avons aidé à contractualiser. Il a ramené sa mission tout seul, mais il était un petit peu perdu pour contractualiser. C'était une société de taille moyenne. Il n'était pas forcément garanti d'être payé. Bon, nous, on va faire des contrats béton, c'est notre métier. Et on lui garantit, nous, qu'il sera payé, par nous en tout cas. Et il y avait la mission, était en partie en télétravail, en partie sur site. Ah, bon. Et ben là, déjà, ça devient un peu compliqué. En fait, on a fini par faire 2 TJM. Un TJM quand il est en full remote et un TJM quand il va sur site. Par contre, on a mis des limites à la présence sur site, sachant que c'est à l'autre bout de la France. C'est-à-dire, on a dit au client, c'est ce TJM-là si c'est sur site, sachant que les jours sont d'affilée. C'est-à-dire que la personne fait un trajet, va là-bas 3, 4, 5 jours d'affilée et revient ensuite à son lieu de résidence. S'il y avait 2 déplacements nécessaires, s'il y avait par exemple 2 jours puis 3 jours, c'est évident qu'on n'allait pas pouvoir rentrer sur le même TJM. Donc il fallait que le client s'adapte à ce qu'on avait défini au départ. Sinon, il savait qu'il y avait des frais supplémentaires qui pouvaient s'exercer. Donc vous voyez, on n'est plus sur un TJM ou des TJM. Si les déplacements aussi sont ponctuels, vous devez aller voir un client en Allemagne ou des choses comme ça, bien cadrer que le client va prendre en charge les frais, ne jamais engager les frais, etc. Mais parfois, on peut l'intégrer dans le TJM. Dernier exemple, on a eu une mission de démantèlement d'un gros système de serveurs en région parisienne qu'il fallait ensuite réinstaller en province. Donc la personne, elle savait que pendant X temps, mais pas exactement quand, elle serait en région parisienne pour gérer ce projet et que pendant X temps, mais ce n'est pas exactement combien de temps, elle serait en province. Ok. Cette personne-là avait la possibilité d'avoir un pied-à-terre sur Paris, d'avoir quelqu'un pour le loger en province, etc. Il a regardé tout ça, il a mis de la souplesse et en fait, il a défini un TJM unique sur toute la prestation, ce qui était beaucoup plus facile à négocier d'un point de vue achat, hein. Les achats, des fois, ils n'aiment pas quand il y a plusieurs TJM. On a négocié un TJM unique, par contre, on a intégré toute la flexibilité nécessaire. S'il fallait venir sur la province pour prendre connaissance du sujet, pour préparer le déménagement, il pouvait le faire. S'il fallait rester sur Paris un peu plus longtemps, il le pouvait également. Tout ça a été inclus. Vous vous doutez que le TJM est plus élevé que si on avait fait quelque chose en disant le tarif à Paris, le tarif en province, etc. Le client, pour lui, c'était transparent. C'est un service également qu'on lui propose. Le TJM était plus élevé. Voilà. Donc, posez bien toutes les questions. De même, vous allez peut-être interagir avec des intermédiaires, avec des ESN. Les ESN vont vous dire, oui, j'ai différentes missions, elles vont vous parler d'une mission dans l'industrie. Vous allez définir un TJM qui va être compatible. Et puis tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous passez un entretien pour une banque. Là, vous vous doutez bien que les TJM vont être beaucoup plus élevés. Donc, en réalité, vous auriez dû proposer un TJM plus élevé également pour être en lien avec le marché. N'hésitez pas et osez en parler. Par contre, c'est toujours plus facile d'avoir si on a posé les questions avant. Une fois qu'un chiffre est sur la table, comme dans toute négociation, et on va commencer à arriver, voyez, doucement au sujet de la négociation, toute négociation va s'ancrer autour d'un chiffre. On achète une maison, l'acheteur va mettre son annonce avec un tarif. Le premier tarif que le vendeur va mettre son annonce avec un tarif. Le premier chiffre que l'acheteur va mettre sur la table va tout changer.
Exemple, vous allez voir une maison à 300 000 euros, vous en proposez 200 000. Là, vous pouvez tout simplement vexer celui qui vend et arrêter complètement la négociation. Parce que ce que vous demandez, c'est beaucoup trop bas. De même que si le client vous annoncez, vous, votre TGM est à 500 et que le client vous dit, oh, mais mon budget c'est 300, là, vous allez vous braquer, vous n'allez même pas rentrer dans une négociation, vous allez dire, non, mais c'est pas mon tarif, c'est tout. Il y a erreur sur la personne, c'est quelqu'un d'autre que vous recherchez, allez chercher un junior, etc. Alors que peut-être le client, il a fait ça un peu comme un marchand de tapis en disant, entre 300 et 500, on va mitiger, on va moyenner à 400, on va se mettre d'accord là-dessus. Donc, faites très attention à ce tarif que vous allez proposer. De même, si vous proposez un tarif qui est directement trop cher, le client peut dire, ah, de son côté, je me suis trompé, vous n'êtes pas le bon interlocuteur, etc. Et on va arrêter les choses. Donc, mettez-y de la souplesse, mettez-y de la finesse, de l'intelligence. Si vraiment on vous demande un chiffre assez en amont, donnez une fourchette et dites, vous pouvez le mettre par écrit, et dites que ce TJM peut être revu selon les conditions exactes de la mission, flexibilité qui vous est demandée, télétravail qui vous est demandé, etc. Scope du poste. Voilà, donc que dois-je savoir? Plein de choses. Question suivante. Ah oui, j'ai du mal à parler argent et conseil. Là, vous pouvez mettre en parallèle toutes les questions que vous avez, j'y répondrai. Si vous avez des sujets précis, des aventures précises qui vous sont arrivées. J'ai du mal à parler euros. C'est pas facile de parler argent. Pour personne, je pense. Alors, à moins à moins que vous ayez une famille de commerciaux, à moins que vous ayez fait beaucoup de vide-grenier, etc., que vous avez une facilité naturelle. Pour beaucoup de gens, c'est pas facile. Notamment, je pense à des profils qui sont très R&D. Je pense à des profils qui ont l'habitude de faire de la conception, du design, du développement logiciel. Ils sont très bons dans leur métier. La partie commerciale et aussi parler argent, c'est moins leur cœur de métier. Alors, quel est le conseil? Ben, comme je vous le disais déjà, tant qu'on ne vous a pas parlé argent, vous pouvez ne pas en parler. Voilà, vous commencez les discussions, etc. Vous avez un risque si vous faites ça. C'est que vous commencez à parler, à commencer à faire des entretiens, à perdre du temps quand même, pour être peut-être finalement complètement à côté de la plaque. Leur budget est de 300, vous êtes à 500. Ah, vous êtes avec une start-up qui n'a absolument pas les moyens, qui a un tout petit budget, etc. Bon, vous avez perdu du temps. Vous vous dites, j'aurais dû annoncer quelque chose en amont. Si vous laissez aussi l'interlocuteur en parler, vous laissez un doute et un flou comme ça jusqu'au bout, et c'est eux qui vont mettre le sujet sur la table à la fin, et vous ne serez peut-être pas suffisamment préparé. Donc, comment faire? Peut-être au fur et à mesure, dire, ah ben écoutez, on n'a pas parlé argent, je veux juste vous mettre deux, trois éléments en tête. Mon tarif habituel est de 500 euros. Après, dans certains cas, pour certains types de missions, etc., je peux descendre. Mais j'aimerais bien d'abord qu'on discute ensemble réellement du scope, que je comprenne bien ce que vous voulez faire. Et là, je pourrais vous annoncer un tarif précis sur lequel je m'engagerai. Et là, vous entendez un mot important, je m'engagerai. Une fois que vous avez annoncé un TGM pour une mission, c'est engageant. Vous allez, bien sûr, vous pouvez changer d'avis. Bien sûr, vous pouvez dire, ah, mais non, finalement, j'ai réfléchi. Sauf que ça ne fait pas très professionnel. Quand on est un professionnel, on va faire un devis. Voilà. Et sur un devis, on va marquer un tarif. Et normalement, ben, la personne en face, elle a le droit de signer le devis à ce tarif-là. Le devis, c'est un engagement de votre part. Donc, si vous n'avez pas de devis, que c'est juste à l'oral, vous me dites, OK, mais ce n'est pas vraiment un devis. Mais en face, c'est l'impression qu'ils vont avoir. Donc, il va falloir vous forcer à parler euro. Essayez de le faire si vous avez du mal de manière détournée, c'est-à-dire en demandant, tiens, pour pouvoir fixer mon tarif ou vous annoncer mon tarif, j'ai besoin d'informations. Ça vous permet à vous de ne pas encore parler tarif, d'obtenir les informations, mais de quand même mettre sur la table que ce sujet-là va devoir être abordé. De même, une autre façon un peu détournée de parler argent, c'est de bien valider avec eux qu'on est bien sur un engagement de moyens, qu'il n'y a pas d'engagement de résultat, qu'il n'y a pas d'engagement non plus sur des livrables, quel est l'engagement aussi sur les deadlines, parce que dans ce cas-là, c'est plutôt un tarif forfaitaire. Un exemple, c'était un freelance qui devait faire une mission un petit peu en pompier, sauf qu'au final, le client a dit, ah, mais moi, en fait, j'ai un budget de temps, et aussi, j'ai un impératif de délai de telle date, de telle date. Donc, le freelance a proposé de s'engager. Il s'est engagé sur un tarif, etc. Mais quand on s'engage de cette façon-là,
c'est pas exactement le même TJM. Forcément, il va être plus élevé. Parce que le freelance qui s'engage, il va s'engager sur son délai. Il va devoir peut-être travailler plus tard, le soir, le week-end, etc. Bon, s'il travaille moins, tant mieux pour lui, hein. Il va peut-être aussi devoir relancer plus pour s'il y a des risques. Il va devoir bétonner un peu plus contractuellement, peut-être faire un cahier des charges également, aller creuser certaines choses pour pouvoir s'engager et tenir son engagement. Donc, il va y avoir un petit peu de gestion de projet. Il va y avoir une gestion des risques à prendre. Et bien, tout ça, ça influe sur le tarif. Si vous avez du mal à parler euro, un dernier conseil, pour moi, c'est un peu d'aller dans un souk. J'ai vu une entreprise qui avait fait ça, qui avait payé un voyage à ses commerciaux. Il les avait largués dans un souk avec un certain montant d'argent et il devait ramener 3 objets et il devait dépenser le moins possible. Voilà. Donc, du coup, ils allaient essayer de marchander. Euh, il faut arriver à prendre ça avec beaucoup plus de légèreté, se disant que de toute façon, bah, il va falloir qu'on vous paye. Et si vous n'arrivez pas à parler argent alors que vous êtes un professionnel, vous allez devoir aussi envoyer des factures, que vous allez devoir relancer pour ces factures, vous allez devoir demander comment facturer, etc. Vous allez devoir réellement, vous êtes une société, votre but c'est de gagner de l'argent. Il va falloir mettre ce sujet sur la table et il va falloir vous habituer à le faire. Plus vous êtes clair, plus vous allez poser de questions, plus vous serez à l'aise avec cela. Après, si vous passez par des intermédiaires comme des plateformes, là, on vous demande de toute façon de mettre un tarif. Encore une fois, c'est un peu le TJM cible. Vous pouvez dans votre commentaire indiquer quelle est votre flexibilité dessus. Et si vous travaillez par contre avec des intermédiaires, des ESN ou des cabinets comme nous, hein, une agence de freelancing, là, de toute façon, c'est une discussion. Moi, je vois beaucoup de freelances sont beaucoup plus à l'aise pour discuter soit avec nous, parce qu'ils savent que nous, on n'est pas le client final. Et que nous, on va ensuite discuter aussi avec le client final. On a une idée du budget du client final. On va être dans une discussion ouverte. Ça, on peut le faire. Écoute, on va viser, toi, ta cible, c'est 500. Écoute, moi, je le tente à 520. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, je sais qu'on peut descendre à 500, mais on va essayer de pas trop descendre, etc. Ou alors peut-être que la société peut vous mettre des délais aussi de paiement plus rapides pour compenser le fait qu'ils aient fait baisser votre TJM, qui va vous permettre d'avoir plus de trésorerie. Ça peut faire partie aussi du deal, pensez-y, hein, parce que l'argent, c'est une chose, mais le délai de paiement et la réactivité de paiement, c'en est une autre, ça peut bien vous aider. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Alors, j'ai une question. Est-ce que le TGM inclut les frais de déplacement ou bien ça se facture à côté? Ah, très, très bonne question. Alors, je vais répondre déjà par cela dépend. Mais je vais répondre du côté client. Le client, il va toujours penser que c'est inclus. Parce que si le client, il a été clair, comme je vous le disais, mon freelance qui est à Toulouse et qui doit aller à Grenoble, le client, il dit, ben, moi, je suis à Grenoble. Il le sait que je suis à Grenoble. Il le sait qu'il doit venir une fois par mois. On a un TGM, on a un contrat. Le client, il est persuadé que c'est inclus. Donc, ce qu'on a fait, c'est ce que je vous avais dit. On avait dit, il y a un TJM pour quand il vient chez vous et c'est limité à un déplacement. On peut aussi faire un TJM tout inclus en disant, dans ce TJM sont inclus les déplacements une fois par mois sur Grenoble. Par contre, j'avais rajouté une ligne très importante en disant que si le freelance devait aller sur un de leurs sites clients qui n'était pas dans l'agglomération de Grenoble ou l'agglomération toulousaine où il réside, des frais supplémentaires seraient facturés. Par contre, qu'aucun frais ne serait engagé avant qu'on ait leur accord. Souvent, on leur fournit une sorte de devis pour qu'ils aient une idée. On leur donne une date limite avant de le valider parce que pour tenir le tarif, par exemple sur un billet de train, etc., on le sait, ça bouge vite, hein. Donc pour tenir le tarif, il faut qu'ils répondent assez rapidement. Dans ces frais de déplacement également, si vous les refacturez, faites attention à une chose. J'ai vu un freelance qui m'a dit qu'il s'était fait avoir. Il avait engagé des frais, il devait aller à Paris pour une réunion client. Il a pris un TGV première classe, il est allé, etc. Quand il est revenu et qu'il leur a présenté la facture, et le client dit, mais non, 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 non. Nous, on a notre process achat, nos propres collaborateurs ne peuvent pas voyager en première classe. Donc, en fait, nous, on va vous payer l'équivalent d'un billet deuxième classe, parce que ça fait partie de notre politique de voyage. Alors, évidemment, vous êtes une société extérieure. Ils ne devraient pas appliquer la politique de voyage qu'ils ont pour leurs collaborateurs. Mais eux, ils trouvent ça injuste. Parce que peut-être aussi à ce meeting, vous êtes allé avec d'autres personnes de leur société qui, eux, n'ont pas voyagé en première classe. Donc, du coup, ils ont un standard à respecter. Et puis, leurs achats peuvent tout simplement bloquer. Donc là, il s'est retrouvé bien embêté et il n'a eu que le paiement de son billet deuxième classe. Il n'en avait pas parlé en amont, il n'avait pas fourni un devis, il n'avait pas dit pour combien il en aurait. Une autre façon, c'est vous qui proposez un tarif global
tout inclus. Par exemple, vous dites à votre client, ben voilà, mon tarif habituel cible, c'est 500 € par jour. Et si vous me voulez full-time en présentiel, par exemple, le client est à 1 heure de route de chez vous, c'est 50, pas 50 pour une journée, mais oui, 40 € de plus par jour. Voilà. Donc, le client, il est au courant que votre tarif cible, c'est 50, c'est 500, que s'il vous veut full-time sur son site qui est à 1 heure de route, ça sera 540, et que c'est tout inclus, que c'est votre problème. Et si ça se trouve, vous, bah, vous n'allez pas prendre, par exemple, la voiture tous les jours. Vous n'en aurez pas en réalité pour 40 € de frais. Vous allez gérer différemment, prendre un Airbnb, vous avez peut-être un ami qui peut vous héberger, prendre un billet de train à l'avance pas cher, etc. Vous allez prendre votre organisation. Et du coup, c'est pour vous. Toute la marge que vous avez là-dessus, bah, c'est tant mieux pour vous, c'est toujours ça de gagner. Donc, on peut faire des forfaits et on peut l'indiquer clairement en disant c'est tant de plus par jour. On peut fixer 2 TJM selon si c'est sur site ou avec déplacement. Ou alors, on peut mettre les frais de déplacement et ensuite les facturer. Voilà. Quand vous allez les facturer, attention, si vous êtes, comment ça s'appelle? Si vous êtes en micro-entreprise, tout ce que vous facturez est éligible aux cotisations URSSAF. Donc, ça va faire grossir votre chiffre d'affaires. Donc ça va être, si vous avez des voyages, en tout cas, le statut de la micro-entreprise n'est pas la bonne chose. Pour cela, le seul moyen de passer un petit peu à côté, c'est ce qu'on appelle les frais de débours. Mais normalement, un frais de débours, la facture doit être émise au nom de la société cliente. Donc vous allez, on va prendre une grande banque française pour le crédit mutuel en réunion à Paris. Il va falloir que chacune des factures que vous présentiez soit marquée au nom du crédit mutuel. Et ensuite, vous allez facturer au réel sans prendre un centime de plus. Et c'est la seule façon que vous avez en tant que micro-entreprise de faire en sorte que ça ne rentre pas dans votre chiffre d'affaires. Ça, c'est légal. Et si vous avez une vérification, vous serez couvert. Sinon, vous aurez un redressement. Voilà. Alors j'ai une autre question. Ouais. Quand on nous demande notre TJM, c'est mieux de donner un TJM fixe après avoir posé les questions sur la mission ou donner une fourchette? Je trouve que c'est mieux de donner une fourchette. Souvent, j'ai des freelances, je vais prendre un exemple, j'avais cherché donc un freelance en cloud AWS. Je sais que les tarifs peuvent être très élevés, je sais qu'il y a toutes sortes de tarifs. Là, il vaut mieux quand même mettre le sujet assez rapidement sur la table. Tout simplement parce que je contacte un freelance, il me dit, lui, typiquement, il est entre 600 et 700 € au jour. OK, moi, je connais le budget du client qui est de 700 max, on va pouvoir trouver une solution. Si j'ai contacté un autre freelance, il m'a dit, lui, il habitait à Nice, c'est une ville aussi qui est beaucoup plus chère au niveau du niveau de vie, et lui, il a dit qu'il était entre 850 et 1000. Donc là, typiquement, moi, ce que je fais, je réponds, je dis, écoutez, moi, je sais que le budget max, il est de 700, est-ce que vous croyez qu'il y a un moyen d'eux? Mais sinon, il vaut mieux pas que je lui fasse perdre son temps et qu'il aille chercher des missions dans sa cible. Il y a des freelances qui préfèrent annoncer un tarif élevé et avoir moins de missions, mais avoir des missions dans cette cible-là. Et il y en a d'autres qui ont parfois besoin d'avoir une mission un peu plus alimentaire et de travailler, parce qu'à un moment qu'ils sont en intermission, du coup, ils vont baisser leurs tarifs. Il n'y a pas forcément un TJ, encore une fois des TJ. Donc moi, j'annoncerai une fourchette. Et ensuite, vous dites bien que c'est aussi en fonction de plein d'autres éléments que vous allez en discuter avec eux. Et l'avantage de la fourchette, c'est que ça va vous positionner quand même un petit peu. Vous n'allez pas perdre votre temps si vous êtes à 850 et qu'ils ont un budget de 700. Mais aussi, ça va vous permettre d'avoir une discussion avec eux. Même si eux sont au minimum de votre fourchette, ils vont quand même discuter avec vous. Ça vous fait une occasion d'avoir un entretien, de connaître cette entreprise. Pour cette mission-là, ça peut ne pas le faire. Des fois, c'est ce que les clients nous disent. Ah ouais, bon, pour cette mission, j'ai vraiment un budget, je suis limitée parce qu'on est sur le projet X. Par contre, j'ai d'autres projets qui peuvent sortir. Les compétences de ce freelance sont vraiment intéressantes. Si j'ai d'autres projets où je sais que les budgets peuvent être plus élevés, où on est moins peut-être en retard sur le projet, du coup, on refera appel à lui. Donc vous, si vous avez eu cet entretien, vous avez déjà eu l'occasion d'avoir un entretien commercial avec un prospect, avec un nouveau client potentiel. Et le fait d'avoir donné une fourchette, ça vous a permis de donner cette occasion. Encore une fois, ça dépend dans quelle période vous êtes. Si vous êtes extrêmement sollicité, vous n'allez pas vouloir avoir plein d'entretiens. Donc, vous allez annoncer une fourchette claire, etc. Et si vous êtes dans une période où vous avez besoin d'avoir beaucoup d'entretiens, dans ce cas-là, vous n'allez peut-être pas annoncer votre TJM et attendre un petit peu la fin, etc., en fonction aussi d'autres opportunités. Ce qui n'est pas facile quand on est freelance, c'est on court souvent plusieurs lèvres à la fois. On est en mission, on passe des entretiens pour d'autres. Il y en a plusieurs, elles peuvent se décanter différemment dans le timing.
Par exemple, vous êtes en compétition avec peut-être d'autres freelances sur 2 sujets. Il y en a un, vous savez que vous allez pouvoir avoir un TGM plus élevé par rapport au secteur, l'autre moins. Et vous avez la mission sur laquelle un TGM qui vous dit, bon, bah, nous, on est d'accord avec vous, allez, 500 € jour. Et vous en avez une potentiellement à 600 qui va se décanter d'ici quelques jours. C'est une situation pas facile qu'il faut gérer avec tact. Si vous avez bien été clair sur votre tarif, les clients pourront comprendre. Celui qui va vous dire ferme, c'est bon, vous pouvez commencer lundi à 500. Vous allez lui dire, écoutez, je vous ai dit depuis le début que ma fourchette c'était 500, 600. Ma cible, je vous ai pas menti non plus, c'était plutôt dans les 600. Là, j'ai un sujet potentiellement à 600. Je vais être sincère avec vous. Si vous pouvez me signer à 550, je démarre tout de suite chez vous et je dis non aux autres. Je n'attends pas. Sinon, avec tout le respect que je vous dois, je vais attendre une semaine de plus avant de vous répondre parce que j'ai peut-être cette opportunité-là à 600 € qui correspond beaucoup plus à mon tarif habituel et à mon niveau d'expertise. Voilà. Soyez honnête, soyez franc. Vous voyez, j'ai parlé sous, j'ai parlé argent, j'ai été clair sur mon discours, sur ma cible, sur ce que j'attends. Vous êtes en B2B et ils vont le comprendre parfaitement. Vous n'êtes pas un objet dans un magasin sur lequel il y a un prix. C'est ce que les plateformes veulent nous faire croire. Les plateformes aussi veulent vous faire croire que les TJM dans tel secteur d'activité s'étendent. Vous allez sur Malte, par exemple, ou Crème de la Crème, pour ne pas les nommer, vous allez voir plein de freelances dans votre métier équivalent à vous, 4 ans d'expérience, qui sont à 500 € jour. Non, un freelance à 4 ans d'expérience, ça ne se vend pas à 500 € jour. C'est ce qu'ils ont mis comme affichage sur la petite étiquette. Mais derrière, ce n'est pas le tarif du marché. Donc faites attention à ça. Quand on met un prix, ils essayent, ils tentent, ou alors ils ne veulent pas non plus se dévaloriser. On a d'autres questions? Oui. Comment passer en freelance alors qu'on est en CDI? Une mission à 3 mois de délai est très difficile à avoir. Oui, c'est un autre sujet. C'est le webinaire de quand, Rémi? C'est un webinaire dans 2 semaines. Dans 2 semaines, j'aborde ce sujet-là en détail parce qu'effectivement, ce n'est pas facile de trouver des missions qui peuvent vous attendre et on va voir quelle est la stratégie. Nous, on installe régulièrement des freelances qui sortent de CDI parce qu'on a des missions, on sait que ça peut attendre. Là, je vais être sincère, il faudra peut-être passer par des intermédiaires ou alors peut-être prendre des risques. Mais ça, je vais l'aborder donc dans 2 semaines et avec des exemples concrets qu'on a gérés, avec des exemples qui ont bien marché, d'autres exemples qui ont bien marché. Et je pense qu'il faut surtout avoir les reins solides. Si vous avez envie de vous installer freelance, ne vous arrêtez pas à ça. Mais on en parlera plus en détail dans 15 jours. Ça, c'est le vendredi 2 décembre à 13h. Vendredi 2 décembre à 13h à Téléphone. Alors j'ai une autre question. Si je Ouais. me mets d'accord sur un TGM avec le client et que la mission dure et par exemple qu'après 6 mois, je souhaite augmenter mon TGM, c'est possible? Je crois qu'on a une slide là-dessus sur l'augmentation du TJM. Je crois que c'est la dernière slide. Oui, ça. C'est quoi la question que j'avais mise? J'ai oublié, Rémi, qu'on avait mis sur l'augmentation du TJM. Alors, Vas-y, sur les autres slides. Les leviers, on les a vus un petit peu, on va les revoir et les rebalayer à la fin. L'objectif de l'acheteur, on y va. S'il y a un intermédiaire, on y va. C'est la dernière question. Comment demander une revalorisation? Alors, un exemple. Quand moi je sais qu'on commence une mission à un tarif un peu plus bas que ce qui est la cible réelle du freelance, j'en parle clairement. Voire même quand nous contractualisons avec le client, nous le mettons par écrit. Voilà. Le freelance a accepté de faire la mission pour ce que vous avez demandé, à, par exemple 450. Sa cible réelle est à 500. Je ne vais pas vous cacher que si ça se passe bien, au bout de quelques mois, il va très certainement demander une revalorisation. Si vous aussi vous êtes intéressé, soyez-en en tout cas conscient, ça va arriver. Donc, ce qui est intéressant, vous voyez là, c'est que le client ne peut pas dire qu'il ne le savait pas. Petit 1. Une autre façon, là j'ai le cas d'un freelance qui me dit bon, j'ai entendu qu'il y avait un gars à côté qui est dans une équipe voisine. Lui, il est à 480, moi je suis à 450, je veux 480. Bon, ça, ce n'est pas la bonne méthode. Hein. La personne à côté a peut-être une expérience particulière. Elle a négocié aussi dans une période peut-être où le client il était pris à la gorge et il était très pressé, ce qui n'était peut-être pas votre cas. C'est une situation où ça ne va pas être facile. La première chose à faire, c'est d'en parler, mais très calmement. C'est pas de dire 2 jours avant le renouvellement, par exemple trimestriel, vous êtes le 29 mars, votre contrat se termine le 31 pour un renouvellement de 3 mois. Vous dites le 29 mars, au fait, pour les 3 mois prochains, c'est temps. Voilà, déjà, c'est vous qui l'imposez. Ça peut aller au clash, et c'est pas comme ça qu'on fait une relation commerciale. Bon, EDF fait comme ça. Hein. EDF, ils nous disent à partir de telle date, c'est temps, mais vous n'êtes pas EDF. Vous devriez en avoir, si vous voulez renouveler sur les 3 prochains mois, vous devriez en avoir parlé avant le 29 mars. Vous commencez à en parler légèrement.
en disant, tiens, est-ce que vous avez une visibilité pour moi pour le prochain renouvellement? J'aimerais bien le savoir parce que ça, par exemple, mon contrat se termine dans un mois. J'aimerais bien le savoir. Est-ce que je me lance dans des démarches à côté ou est-ce que vous voulez me renouveler? Par contre, je préfère vous prévenir. S'il y a un renouvellement, je suis là maintenant depuis X mois, je vais demander une revalorisation parce que je suis plus performant sur l'activité, par exemple. Quand vous veniez de l'automobile, vous faites une mission dans l'aéronautique, au bout de 6 mois dans l'aéronautique, vous commencez à mieux connaître le secteur, les acronymes, etc. Vous galérez moins, vous êtes plus efficient, vous êtes plus productif, vous êtes plus rentable aussi pour l'entreprise, vous êtes légitime à demander une augmentation. Donc ça, c'est une façon de faire et vous commencez à dire clairement aussi que vous avez aussi besoin d'une visibilité. C'est pas plus mal que le client, il vous renouvelle votre contrat largement à l'avance, bien avant le 31 mars. Moi, j'ai des clients qui se réveillent le 1er avril en me disant ah tiens, le contrat est fini, on ne l'a pas renouvelé. Je dis là, bien sûr que si on l'a renouvelé, j'ai déjà géré avec vos achats, vos directions, etc. On ne va pas aller renouveler une mission après la date, parce que là, on va être dans une situation compliquée. Dernier exemple, c'est une petite PME. On avait un freelance chez eux et ils ont fait l'erreur de négocier le renouvellement directement avec le freelance, comme ça, en discutant. Ils lui disent oui, on a de la visibilité pour ton renouvellement, voilà, voilà, etc. Ils ne nous contactent pas. Nous, on leur demande de faire les papiers, etc. Et ils ne nous répondent pas. Et tout d'un coup, voilà, 3 jours avant, ils nous disent non, mais c'est bon, on en a parlé au freelance. Oui, oui, bien sûr, il y a renouvellement. Voyez nos achats, on prolonge. Et là, je contacte le freelance, il me dit, ah mais oui, non, mais on prolonge, je sais, il m'en avait parlé, sauf que moi, je ne prolonge pas au même tarif. Là, le client, il est pieds et poings liés. Le client, lui, il a mis dans son projet et dans son planning ce freelance pour X mois supplémentaires, sauf que le freelance, il n'a jamais dit oui. Le client, il en était persuadé, nous, on avait beau lui demander, il nous a jamais dit oui non plus. Et là, comme une fleur, il nous dit, on renouvelle au même tarif. Le freelance, il leur a dit, bah non, moi si je renouvelle, c'est un autre tarif. Et là, le client, il est coincé. Il est coincé, il a été obligé d'accepter. Le client était petit 1 furieux d'accepter parce que le renouvellement était très élevé. Mais le freelance, il avait des choses à terminer et ils étaient pieds et poings liés. Ils ont hyper mal géré. Et surtout, quand vous avez un intermédiaire, respectez les intermédiaires dans les deux sens. L'intermédiaire, il va être là pour mettre les choses béton et les contractualiser. Donc là, bah, typiquement, le freelance, il a été renouvelé à un tarif beaucoup plus élevé et le client, il n'a pas eu le choix. Mais le client, il n'a pas renouvelé ce freelance, il n'a plus jamais travaillé avec lui. Et d'ailleurs, ensuite, il s'est méfié de retravailler avec des freelances parce qu'il a été un petit peu pris à la gorge. Voilà. Donc, jouez pas la carte du chantage. Tout simplement parce que le monde est petit, ça va se savoir. Et aussi, vous savez, vous savonnez un peu la planche pour les futurs petits freelances qui s'installent et qui arriveront après vous, parce que le client, il aura une mauvaise image du freelancing. Il y a eu parfois des freelances un petit peu mercenaires. Moi, des fois, je discute avec des sociétés qui me disent ah non, non, jamais de freelance, plus jamais de freelance. Parce qu'ils ont eu quelqu'un de mercenaire qui les a mis au pied du mur, qui leur a dit si vous voulez que je finisse le projet, bah non, pour la semaine supplémentaire qu'il faut, ce ne sera pas 500 € au jour, ce sera 750. Et ils ont été obligés de payer parce qu'ils avaient besoin. Voilà. Mm. On peut revenir sur les slides d'avant. Je vais Ouais. prendre d'ailleurs mes petites notes. Alors, sinon, j'ai 2 autres questions aussi. Ouais. Je retourne ça. Je repars sur Oui. celui-là. Alors, la question que j'ai, c'est quelle est la fourchette moyenne du TGM pour un ingé système DevOps dans l'aéronautique? Ok. Vous avez, je crois que j'ai vu sur la plateforme Silcom, Oui. SIL, KHOM, bon, c'est un concurrent, c'est pas grave. Ils ont fait une étude très poussée sur plein de métiers avec des TJM. Combien d'expérience il a dit? 4 ans? J'ai Ah, pas bah, c'est selon l'expérience. l'expérience, hein. C'est selon l'expérience. Est-ce que vous êtes sur Toulouse? Toulouse, les tarifs sont un petit peu plus bas. Un DevOps à Paris, on peut être sur du 600 € au jour. À Toulouse, on ne sera pas sur du 600 € au jour. À Toulouse, on va être sincère, les ESN toulousaines ont mis un TJM global sur leurs ingénieurs qu'ils revendent, qui sont leurs collaborateurs, entre 400 et 450. Donc, on va être très souvent sur ces tarifs-là. Les freelances sont souvent au-dessus. Les freelances sont souvent sur du 450 à 550, qui est une fourchette assez classique, et doivent peut-être un petit peu négocier. Mais ça, c'est un petit peu les tarifs assez classiques qu'on a sur la région toulousaine. Pour être sur des tarifs bien supérieurs, il faut encore une fois être sur un métier niche, que le client soit pris à la gorge, ou alors que vous fassiez preuve d'une flexibilité extraordinaire. Je vous dis ça, un client avait besoin de quelqu'un sur Tours qui devait physiquement être 3 semaines par mois physiquement sur Tours. Le gars, il habite à 2 heures de route de là.
Croyez-moi, le client, il a payé, hein. Je crois qu'on était sur un tarif normalement qui doit être à 500, il a payé 650 € au jour. Mais après, c'était une flexibilité qu'il a demandé, le freelance l'a accepté, a fait des efforts. Voilà. Je voulais revenir voilà, sur les leviers de négociation. Qu'est-ce qui peut faire monter votre TJM et qu'est-ce qui peut le faire baisser? Et c'est comment négocier justement. Ben, en fait, comment négocier? La technique la plus simple de négociation, c'est de ne pas le faire comme un marchand de tapis. C'est de ne pas annoncer 500 € si vous en voulez 400. Et ensuite, le client, il vous dit 400 et vous vous dites 470 et il vous dit 420 et ensuite vous mettez d'accord sur 450. Ça fait vraiment marchand de tapis, ça fait vraiment que vous ne savez pas ce que vous voulez et qu'en fait, vous auriez pu proposer 450 dès le départ et tout le monde aurait été content. Donc, les leviers, c'est d'utiliser un argumentaire et de faire appel à l'intellect de la personne en face. Donc, qu'est-ce qui peut faire monter un TJM? Qu'est-ce qui peut le faire baisser? Ah, mais non, il faut arrêter de me harceler. Qu'est-ce qui va le faire monter? Une durée courte. Ou alors, si la durée est plus courte que prévu, le client vous dit, je vous fais un contrat de 6 mois et le contrat que vous recevez de 3 mois. Là, vous avez le droit de revenir sur la table de négociation. Un temps partiel imposé. Le client qui vous dit, moi, j'ai besoin d'un chef de projet, mais c'est maximum 5 jours par mois de budget, ou c'est 1 jour par semaine, etc. Oui. Ou alors, c'est 4 jours par semaine. Très bien, je fais quoi le 5e jour? Vous allez devoir trouver une autre mission pour compléter. Si vous passez en direct, évidemment, si vous passez en direct plutôt que par des intermédiaires, bah, vous pouvez avoir un TJM plus élevé. Là où le client il a un budget de 500, c'est-à-dire 500 € pour vous, y compris la plateforme, l'intermédiaire, le SN, eh ben ça va gréver d'autant votre TJM parce qu'eux, ils ne vont pas forcément avoir un budget extensible. Si vous passez en direct, vous allez pouvoir être sur des TJM un peu plus élevés, mais vous n'allez pas toujours pouvoir passer en direct. Petit 1. Petit 2, passer en direct, c'était un autre sujet qu'on a abordé il n'y a pas longtemps. Vous l'avez sur YouTube, vous avez tous nos webinaires précédents sur comment être payé. Un freelance qui avait l'habitude de passer en direct, eh ben, il y avait quand même une partie des missions qui n'étaient pas payées. Il a fait des missions pour des startups qui n'étaient pas payées. Il avait du mal à recouvrer et il avait beaucoup d'impayés. De retard en fait de paiement et à un moment donné il est venu nous voir en disant bon je sais que vous allez prendre un petit peu sur le budget, tout le monde a un intermédiaire, mais il est garanti d'être payé et il sait quand est-ce qu'il sera payé, à quelle date précise. C'est marqué dans notre contrat. Qu'est-ce qui peut aussi faire monter? Une compétence niche ou rare. Donc, typiquement, encore une fois, j'ai des freelances qui ont plein de compétences, qui disent par contre, si vous m'embauchez pour cette compétence-là spécifique, mon TGM sera plus élevé. Voilà. Et si 90% du boulot, c'est pour cette compétence-là, le TGM sera plus élevé parce que c'est plus rare. Selon le contexte aussi, développeur, responsable technique, architecte, selon la mission qu'on vous propose, vous savez faire les trois, eh bien, un architecte, c'est normal, pourra être plus élevé. Donc, vous pourrez leur dire dans la négociation, oui, mais là, la mission, c'est ça. Moi, mon TJM cible, vous l'avez vu sur la plateforme GTX Data, mais là, vous me demandez ça, mon TJM sera plus élevé. C'est plus facile à dire, vous avez un argument en tout cas derrière, et vous le porterez plus facilement. Une chose dont j'ai beaucoup parlé, c'est la mobilité ou la souplesse dont vous allez faire preuve fera monter le TJM. A contrario, si le client il vient vers vous, il vous dit finalement, je vous ai donné visibilité de 3 mois, mais je vais vous signer 1 an et je vais vous faire un contrat d'1 an, il va peut-être vous demander en contrepartie de baisser votre TJM et il aura une raison légitime. Donc la durée longue peut le faire baisser. Du télétravail partiel ou un arrangement. Le client qui accepte de vous arranger en disant on est d'accord qu'il y a d'abord une prise de connaissance et qu'après si tout se passe bien au bout de 3 semaines, on est d'accord pour du full remote et vous viendrez quasiment plus dans notre locaux, on est complètement d'accord avec ça. Il vous a arrangé, vous a mis de la souplesse, vous avez moins de frais, il va pouvoir vous demander de baisser le TJM. Donc, à contrario, si vous demande de baisser le TJM en disant voilà, je veux que vous baissiez et qu'il ne vous donne aucun argument, vous allez pouvoir lui dire d'accord, mais écoutez, moi je veux bien baisser le TJM, mais vous me donnez une durée contractuelle plus longue. Moi je veux bien baisser le TJM, mais vous me payez à 30 jours au lieu de me payer à 45 jours fin de mois. Vous pouvez mettre des arguments comme ça sur la balance pour pouvoir contrebalancer et dire que vous ne donnez pas rien sans rien. Voilà. La slide suivante, qui vient aussi sur l'aspect négociation, c'est quel est l'objectif de l'acheteur. Je dis ça parce que si vous travaillez par exemple en direct avec des sociétés, des PME ou des sociétés taille moyenne qui ont des acheteurs, alors je ne parle pas des grands groupes, hein, vous ne pourrez pas travailler en direct avec des grands groupes, avec des Renault, des Airbus, mais si vous êtes avec cette société taille moyenne, vous pouvez être en direct avec ces acheteurs. L'objectif de l'acheteur, c'est de vous faire baisser. Donc là, il faut le savoir avant. Parce que l'acheteur, il est incentivé, il a du variable sur ce qu'il a fait gagner à l'entreprise.
Donc l'acheteur, vous lui dites 500, de toute façon, il va vouloir vous faire descendre parce que lui, s'il gagne 50 euros par jour, eh ben, il va pouvoir dire à la fin du mois, 50 fois 20, regardez, j'ai fait économiser 1000 euros à l'entreprise par mois. Et ça va compter dans ses objectifs à lui qui lui sont attribués. Donc, les acheteurs vont parfois être juste absurdes là-dessus, ils vont faire baisser pour faire baisser, sans aucun argumentaire. Donc, si vous savez que ça va être cette situation-là, il faut prendre une petite marge. Des fois, la marge peut être très minime. Par exemple, vous pouvez annoncer un tarif. Mon tarif sera de 515 euros, sachant que vous savez que vous visez 500. Il va demander de négocier. Vous allez pouvoir dire, vous allez pouvoir descendre à 500 et pas à 480 comme il le demande. Et 500 en plus, c'est un chiffre rond, ça va mettre un petit peu tout le monde d'accord. Donc, vous pouvez aussi jouer sur les TJM très spécifiques comme ça, le 515, le 512. Là, on se dit, tiens, il a vachement réfléchi. Et aussi, leur marge de négociation sera plus faible. Évidemment, si vous avez certains intermédiaires sans scrupules, certaines ESN, moi je connais des ESN, des grosses ESN, qui commencent par un C pour ne pas les nommer, ils prennent 30% sur tous les freelances. Alors, attention, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre la marge et le markup. Le markup, c'est si vous êtes à 400 euros et qu'ils prennent un markup de 20%, ils vont prendre 20% sur ces 400, 20% de 400, c'est 100 euros. Du coup, ils vont prendre 100 euros sur votre dos et ils vont vous vendre 500. Ça, c'est 20% de markup. Et la marge, par contre, c'est qu'ils vous vendent 500, ils ont pris 100 euros de marge, et cette marge de 100 sur 500, ça représente un cinquième. Ça fait combien un cinquième en pourcentage? Un cinquième, ça fait 20%. Pardon, tout à l'heure, l'exemple, c'était 25%. 25% de markup, ça fait 20% de marge. Faites attention quand ils parlent et quand ils vous disent quelle marge ils vont prendre au-dessus de vous. Demandez bien si c'est du markup ou de la marge, ce n'est pas la même chose. Donc déjà, vous ne faites pas avoir par ça. Et dites-vous bien qu'ils vont prendre entre 20 et 30% au-dessus de vous. Donc ils vont avoir une contrainte, mais après, il faut le savoir. Une grande société qui a énormément de gros projets au forfait, elle va vendre par exemple un architecte DevOps, un DevOps 800 euros jour, elles vont l'acheter 600, peut-être moins. Et là, ils vont venir très fortement négocier avec vous. C'est simplement parce que c'est une obligation dans leur entreprise. Ils ont des cibles en marge ou en markup qu'ils doivent atteindre. Ils ont une moyenne qu'ils doivent atteindre sur le projet. Et ça va être aussi absurde que ça. Et vous allez devoir négocier âprement. Et si vous dites mon tarif c'est de temps, et ben pour cette mission-là, ça sera tout simplement pas possible et ils ne pourront pas avancer avec vous. La dernière chose qui est importante à retenir, c'est de vous dire que des fois, vous allez baisser votre TJM simplement pour décrocher une mission. Je prends l'exemple, quelqu'un qui a toujours travaillé dans l'automobile, il sait que dans la région, il y a beaucoup d'aéronautique, il aimerait travailler, ou spatial, il aimerait travailler dans ce secteur, et un jour, il va avoir une petite mission qui va lui être proposée. Là, il va peut-être mettre un TJM plus élevé, plus faible, aussi pour décrocher la mission, pour être, en tout cas dans la compétition, bien placé, peut-être se mettre à un TJM de société de service, etc., qui vend un intercontrat un peu, quoi, un gars pas cher parce qu'ils l'ont sur les bras. Et pour décrocher cette mission, parce que c'est une mission vitrine, parce qu'il a besoin d'avoir sur son CV une mission dans le spatial, ou parce que enfin cette mission va vous permettre d'avoir plus d'expérience en cloud AWS, ou vous-même de monter un peu plus en compétence sur une techno et de prouver que vous avez cette technologie-là qui est très bankable, qui va se vendre cher. Et dans ce cas-là, vous allez baisser votre TGM pour acquérir ça. Comme l'exemple de l'ingénieur en cybersécurité qui est parti au départ, quand il s'est installé sur un TGM un peu plus bas, parce qu'on lui a donné la chance de devenir un vrai, entre guillemets, freelance en cybersécurité avec une belle mission vitrine sur le CV. Au bout d'un an de cette mission, mais il se vendait partout comme il voulait. Alors qu'un an avant, il n'arrivait pas à trouver. Donc nous, on a réussi à l'accompagner, à lui trouver cette opportunité. Par contre, on le savait, et puis même on l'avait dit au client. On avait dit au client, on ne va pas se mentir, ce gars-là, une fois qu'il sera bien formé, qu'il aura fait ses preuves, etc., c'est évident que le TGM va monter. Le client le savait, on a fini la mission sur un TGM un peu plus élevé, et ensuite, il est parti. De toute façon, au bout d'un an, c'est normal qu'un freelance parte, au bout d'un an, un an et demi. Hein, vous n'avez pas le droit non plus de travailler trop longtemps pour le même client. Il est parti et il a un TGM beaucoup plus élevé. Donc réfléchissez à ça aussi quand vous voulez vous vendre. Si vous avez vraiment envie de décrocher cette mission, si vous avez besoin de cette mission, si vous avez besoin de travailler, vous allez peut-être pouvoir avoir plus de plage de manœuvre. Vous pouvez dire, mon TGM cible, c'est 500, mais là, je suis disponible. Puis votre mission m'intéresse. Vous n'allez pas leur dire que vous avez faim et que vous avez besoin de bouffer, hein, mais votre mission m'intéresse. Je suis prêt pour vous et uniquement pour cette mission à baisser mon tarif pour travailler avec vous. Voilà.
Ça peut se comprendre. Ils vont apprécier, vous les avez flattés et on va pouvoir avancer. Voilà, j'espère que j'ai répondu à plein de questions sur le sujet. J'ai On a quoi d'autre? une autre question qui est: avez-vous une idée des TGM des data scientists seniors ou lead? Alors, data scientist, je suis désolée, le monde de la data science m'est assez inconnu. Tout ce qui est IA et data science, je ne connais pas. Encore une fois, peut-être que Rémi, tu peux leur envoyer tout à l'heure un mail avec différents liens. On a trouvé 3-4 études en ligne hein, sur les TJM. Plusieurs sociétés qui ont fait comme ça des audits, voilà, des TJM. Encore une fois, des TJM entre 400 et 500, ce sont des TJM assez classiques. Des TJM en dessous de 400, c'est pour des gens plus juniors, plutôt juniors. D'autres questions? Pas d'autres questions? Eh bien, très bien. Je crois qu'on a une slide pour présenter les prochains. Ah oui, s'il y a un intermédiaire, on en a parlé rapidement. C'est un intermédiaire, il faut leur en tenir compte dans le calcul. Je crois qu'on est arrivé au bout du timing. Ah oui, non, non, il me reste encore un peu de temps. Oui. J'avais du coup une slide résumé. Je vais vous le faire, mon résumé. Hop, je vais le chercher. Ce qu'il faut retenir, voilà. Les points clés à retenir, j'en ai 4. Flexibilité. Soyez souple, soyez flexible. Vous êtes en B2B, tout peut se faire et tout peut se négocier dans un contrat. Dans un contrat en B2B, on n'est pas comme dans un contrat en B2C, les délais de paiement. Si l'activité, comme je disais, c'est une mission vitrine, c'est une place to be, si les délais de paiement sont très rapides, si c'est une start-up, si c'est quelque chose qui fait sens pour vous aussi, si par exemple vous allez bosser dans le médical et faire des respirateurs artificiels qui vont sauver les gens qui sont en train de mourir du Covid, ça fait sens pour vous. Soyez flexible là-dessus. Et si vous voulez aussi consolider une compétence, un point dont on n'a pas parlé, c'est une fois un freelance qui m'a dit, tiens, on me demande une mission sur une techno que je ne maîtrise pas beaucoup, et du coup, je veux mettre un TGM plus élevé. Je dis, bah écoutez, je ne comprends pas. Parce que du coup, vous valez moins sur le marché puisque vous n'avez pas beaucoup cette compétence. Et il m'a dit, non, mais c'est parce qu'en fait, je vais devoir faire un travail de m'auto-former d'ici le début de la mission, de m'auto-former également le soir, le week-end, pour être au niveau, parce que moi, je considère que je veux être au niveau attendu et me dépasser. Et du coup, il voulait un TGM plus élevé pour compenser cet effort qu'il allait faire. C'était un peu étonnant comme explication. Mais bon, ça se vend et ça s'explique. Et voilà. Et puis, on a pu quand même négocier un petit quelque chose pour lui. Si vous voulez aussi élargir votre domaine d'intervention, soyez flexible sur votre TGM. La clarté est clé. Donnez un éventail de TGM selon le contexte. Donnez une fourchette. Donnez aussi vos freins et vos limites. Si par exemple, vous avez deux tarifs, full présentiel à Grenoble et full télétravail à Toulouse, et que le client final il veut du full présentiel à Grenoble, ah mais non, moi c'est pour aller une fois par mois à Grenoble. C'est pas, je n'accepte pas une mission 100% du temps à Grenoble, je ne reviens qu'une fois par mois à Toulouse. Donc, si c'est impossible que vous acceptez ça, dites-le dès le départ. Vous aurez l'air très professionnel et le client pourra refaire appel à vous pour un autre sujet qui sera plus dans vos cordes. Donc, soyez conscient de vos freins, de vos limites, de ce que vous allez accepter ou pas. À évoquer aussi si c'est applicable, si vous êtes d'un métier qui est concerné, notamment des métiers liés à l'infrastructure, au réseau, à la sécurité ou à un SOC, s'il y a des astreintes, s'il y a aussi du travail le samedi. Je dis ça, mais là, il n'y a pas longtemps, un projet important pour un client, ils avaient besoin de faire une war room, ils ont demandé au freelance de venir bosser le samedi. Quand le freelance, il a bien envie de se faire plus d'argent, il était plutôt cool, il a mis un tarif pas trop élevé et on est parti là-dessus. Et si des fois le freelance n'a pas du tout envie de travailler le samedi, moi je lui ai dit au client, écoutez, il n'a absolument pas travailler le samedi. Si vous voulez vraiment, le tarif va être très élevé. Mais maintenant, moi en tout cas, je mets toujours le sujet sur la table. Il y a des clients qui ne veulent pas en parler. Ils ne veulent pas, ils me disent non, le télétravail le samedi, mais non, jamais, nous on travaille les jours ouvrés. Sauf que le jour où ça arrive, on ne l'a pas mis dans le contrat. Si là, le freelance, il leur dit, bah, moi, je prends 250 € de plus par jour pour bosser tous les samedis, et ils sont un petit peu pieds et poings liés. Voilà. Contrat moral. Alors ça, c'est un sujet important. Comme je vous le disais, il va y avoir un contrat. Bien sûr, il va y avoir un contrat écrit. Mais toute la discussion avant, c'est oral. C'était un petit peu, vous êtes au marché, là, hop, on se tape la pogne, on se serre la main. Eh ben, ça, c'est acté. Et il y a un contrat moral, en réalité, qui a été acté entre vous. Donc, s'il y a un TJ qui a été acté, s'il y a des chiffres qui ont été mis sur la table, vous vous y tenez, malheureusement. Si vous avez dit, vous m'avez tout expliqué, ma mission, c'est 515 € par jour, et qu'une fois que vous êtes tout d'un coup, vous vous rendez compte dans le week-end qu'il y a un autre gars sur cette société, il a 580, vous ne pouvez pas, le jour où vous démarrez la mission, en disant non, mais en fait, je ne viens pas si vous ne donnez pas 580.
vous avez eu tous les éléments pour en discuter, vous êtes rentré dans un contrat moral. Vous pouvez leur dire, écoutez, je me rends compte quand même que chez vous, ce que je fais se vend plus. Moi, je vous propose qu'on en discute pour le prochain renouvellement, en tout cas qu'on mette le sujet sur la table, parce que vous n'avez pas non plus envie de vous sentir arnaqué, ce qui est tout à fait compréhensible. Les demandes de revalorisation, on en a parlé. Parlez-en, soyez ouverts là-dessus. J'ai des fois des freelances aussi qui me disent, ah, moi, je veux demander directement 550 parce que le client va négocier derrière. On ne le sait pas, moi qui est un acheteur très très dur. Ou alors en disant, oui, mais bon, moi je veux tant ce trimestre-là, tant ce trimestre-là, un petit peu une augmentation quoi, sur toute l'année. Ça fait un petit peu quand même bizarre d'en arriver là parce que vous ne pouvez pas dire dans 6 mois, mon tarif sera de temps. Parce que le client, il ne va pas savoir ce que vous valez dans 6 mois, le niveau que vous avez atteint. C'est plus facile de lever le sujet en disant, je pense que une fois que j'aurai atteint telle compétence, telle facilité, telle efficience, je remettrai le sujet du TJM sur la table. J'accepte de démarrer la mission à temps, mais avec tel et tel facteur qui vont rentrer en jeu après. Soyez très clair là-dessus et restez sur votre contrat moral. Votre contrat moral, c'est aussi votre image et votre réputation. Voilà. Et enfin, en parler. Je sais que ce n'est pas forcément facile de parler d'argent, mais on est en B2B. C'est beaucoup plus facile. Et assumez-le. Ce que je veux dire, c'est que j'ai des fois des freelances qui me disent, c'est un peu les galons, c'est non, non, moi, mon TJM, c'est tant et ça ne peut pas être moins. Alors que là, on lui propose une mission hyper cool, en full télétravail, qui va durer 3 semaines, alors qu'il sait qu'il n'a pas de mission à faire pendant 3 semaines, etc. Et il ne met, et il dit non, moi, c'est une question d'ego, je ne veux pas me brader, je ne veux pas me vendre à moins. Moi, je dis des fois, c'est pas une question d'ego, le TJM. C'est pas parce que les autres se vendent tant. Si vous avez besoin de vous vendre moins, faites-le. Par contre, effectivement, il y a des gens qui vont peut-être se brader. Comprenez aussi pourquoi les gens vont se brader. Ne soyez pas avec un air supérieur en disant, moi, je me vends 500, lui, là-bas, il se vend 400 pour la même mission, il s'est bradé, etc. Et non, il avait ses raisons, comme on le disait tout à l'heure. Il n'y avait plus de flexibilité. Il avait besoin de faire une mission rapidement. Il avait besoin de faire ce sujet-là et d'obtenir cette compétence et d'avoir cette ligne sur son CV. Et il n'y a aucune supériorité ou infériorité en termes de TJM. Voilà. Donc, il n'y a pas un TJM, il y a des TJM, il y a des prix du marché. On le voit énormément en ce moment. Combien vaut 1 kW d'électricité? Combien vaut 1 kW de gaz? Ben, c'est selon le marché. Hein. Quand il y a un contexte géopolitique qui fait qu'il y a beaucoup moins de gaz sur le marché, que c'est beaucoup plus tendu d'en avoir, ou que cet hiver, on va avoir une production qui va être beaucoup moindre, forcément, les tarifs vont augmenter. Et donc, il n'y a pas un tarif, il y a des tarifs. On est en B2B. Assumez le sujet, parlez-en autour de vous. Faites attention par contre à ce qui va vous être dit. Un freelance va peut-être vouloir vous dire qu'il est vendu 550 € au jour, alors que sur la mission sur laquelle il est actuellement, il a 450, parce qu'on est sur de l'automobile et que les tarifs sont plus bas sur l'automobile et qu'il y a un intermédiaire. Sa cible habituelle, c'est 550. Cette mission-là, il est beaucoup moins cher. Croyez pas, prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. Mais le gars, il n'a pas envie de dire qu'il s'est sous-vendu sur cette mission parce qu'il avait envie de la faire et il va peut-être mentir. Voilà, c'est un petit peu. On va prendre un exemple. Moi, j'arrive, j'ai acheté une jolie robe, je vais dire à mon mari, oh, elle n'était pas chère, je ne l'ai payée que 50 € quand je l'ai payée 98 et que j'ai pas envie de lui dire que bon, non, les soldes n'étaient pas super intéressantes, etc. Donc voilà, soyez conscients que les gens peuvent mentir. Soyez souple, renseignez-vous, parlez-en autour de vous. Il y a des forums aussi pour les freelances, il y a des plateformes. Rémi va vous envoyer les liens de ce qu'on a trouvé au niveau du tarif. Et ensuite, des sociétés intermédiaires comme nous, effectivement, nous, on va connaître le tarif. Et nous, on connaît aussi le budget de notre client, qui n'est pas forcément d'ailleurs sur le tarif du marché. Mais on va être clair là-dessus. Donc, je suis désolée si je n'ai pas pu donner de tarif précis. Nos prochains webinaires, donc la semaine prochaine, vous retrouvez non pas moi, mais Johanna, qui va vous parler de comment trouver une mission et les suivantes. Sujet super intéressant, on avait un petit peu parlé déjà dans notre webinaire avec Karim Belhamri, qui est un freelance senior qui aujourd'hui accompagne des freelances seniors à s'installer et à trouver leur mission. Et avec Karim, on est assez d'accord sur les façons de faire. Et du coup, Johanna va vous parler de tout ça en détail. Le 2 décembre, comment quitter un CDI pour s'installer freelance, et on parlera de cas concrets. Le 9 décembre, ce sera sûrement Johanna et moi en binôme. Comment communiquer et construire son offre de service. On va parler CV, dossier de compétences, page LinkedIn, votre page sur des plateformes, votre site web. Est-ce qu'il faut pas? Est-ce que ça sert à quelque chose?
etc. Et comment communiquer autour de cette offre. Et ensuite, le 16 décembre, là, c'est du concret. Il y a 4 freelances, au moins peut-être plus, qui vont venir en live. Et qu'est-ce que je vais leur poser comme question? C'est quel est votre TJM? Comment vous fixez votre TJM? Comment vous avez trouvé la mission où vous êtes? Comment vous avez trouvé votre première mission? Comment vous vous êtes installé freelance? Est-ce que vous avez quitté un CDI? Comment ça s'est passé? On va leur demander aussi quel est leur statut, pourquoi ils ont choisi ce statut, comment ils pensent évoluer au niveau de leur statut, comment ils communiquent sur leur offre de service, est-ce qu'ils ont un CV, un dossier de compétences, est-ce qu'ils ont un site web. En fait, un petit peu toutes les questions qu'on a fait, qu'on a traitées dans les différents webinaires, on va absolument toutes les traiter avec eux, avec des cas concrets. Ce seront des personnes qui seront dans différentes régions. Il y aura un architecte DevOps, il y aura Karim qui était plutôt dans l'ingénierie aéronautique et qui a travaillé à Paris, en Angleterre et à Lyon. Il y aura un autre Karim, décidément, un autre Karim qui, lui, est dans un métier très de niche et qui est sur Toulouse. Il y aura quelqu'un qui est dans l'électronique embarquée. Voilà, on verra des gens différents, avec des situations différentes, et avec aussi des seniorités différentes. Normalement, on devrait avoir un jeune freelance qui s'installe également. Voilà, donc Rémi va vous envoyer aussi le lien de notre YouTube. Sur la page YouTube, on a mis tous les précédents webinaires, on a mis aussi des interviews de freelance et on va l'alimenter au fur et à mesure. Vous pouvez vous abonner, c'est avec la petite cloche. J'ai l'impression d'être sur Instagram, faire la pub. Voilà. Et pour terminer, bah, ici, Rémi vous a mis le QR code pour me suivre sur LinkedIn. Je donne plein de conseils. Nous, on est très niche, hein. Nous, on a une trentaine de freelances qui travaillent avec nous. Mais en fait, on est une communauté de freelance, c'est-à-dire ceux qui ont commencé à travailler avec nous. En général, on continue de travailler avec eux. Ça peut être sur une mission, sur la suivante. Il y a des freelances que je connais depuis 2017 et on travaille ensemble que pour la première fois maintenant. Mais je connais leur offre de service. Nous en avons parlé plusieurs fois. Et le jour où j'ai une mission qui correspond pile poil à ce qu'ils cherchent, j'ai leur numéro et je les appelle. Voilà. Et donc, créer une communauté. Si vous voulez discuter avec moi ou avec nos autres consultants, agents de freelance, c'est avec plaisir. Ils prendront toutes les informations et s'ils ont un truc qui vous correspond, ils vous contacteront. Et à droite, vous avez la page de Réseautech. Voilà, bah, écoutez, j'espère que vous a plu. Vous allez recevoir aussi par Rémi un petit truc, vous pouvez me noter. Voilà, Rémi m'a fait ça. Vous pouvez donner une note, vous pouvez donner votre avis, vous pouvez donner des idées aussi de prochains webinaires. Et là, on est en train de faire le programme pour janvier. Il y a de nouveaux sujets qui vont sortir en janvier. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut Bonne fin toi. de journée, Au bon revoir. week-end.